Le maire Marchand va voyager pas mal dans les prochains mois. Est-ce que c'est justifié? Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bon début de week-end. Bonsoir Mathieu. Salut. À 5 occasions dans les prochains mois, le maire Marchand va s'absenter pour des missions économiques ou encore de représentation. 4 de ces 5 missions-là vont le mener en Europe, ce qui va faire en sorte qu'il ne va pas être là pendant un bon bout de temps. Et là, il y en a qui disent que le maire Marchand se réfugie pour ne pas avoir à faire face à des critiques en lien avec le tramway. Ce mois-ci, à la fin du mois d'avril, Dubrovnik en Croatie et ensuite Madrid en Espagne. Le mois prochain, à la mi-mai, ça va être à Détroit, aux États-Unis. Et ensuite, à la mi-juin, M. Marchand s'en va à Namur, en Belgique, et ensuite à Rimini, en Italie. Monsieur le maire dit « Mon cabinet refuse énormément d'invitations et de demandes, mais celles-là, elles sont incontournables pour faire rayonner Québec et pour attirer des investissements et des travailleurs. » Sauf que tu l'as dit, ça tombe en plein dans la période où les travaux du tramway sont susceptibles de causer pas mal de perturbations. Et c'est aussi le moment où les arbres, les fameux arbres, vont être abattus le long du tracé. On le sait, ça soulève la critique depuis plusieurs semaines. Alors, est-ce que le maire essaierait de se sauver exactement au moment où il va vanter le plus fort en ville? On l'écoute. Que je sois là ou pas, au moment, à la journée où on coupe les arbres, ça ne change rien. S'il y a des enjeux, je vais revenir. Mais le maire de Québec, c'est pas lui qui coupe les arbres. C'est comme si vous me disiez, quand on va ouvrir telle rue, est-ce que le maire de Québec doit être là à côté de la pépine? La réponse est non. Le maire de Québec, qu'est-ce que ça va changer que le maire de Québec soit là? Vous êtes le porte-parole à date, monsieur le maire. Et je resterai le porte-parole. Et je suis imputable. Ce sera pas « je suis là quand on a des belles conférences de presse puis des PowerPoint », le porte-parole de la ville quand ça va pas. Non, si ça va pas, je serai ici. Là. Vous avez tout à fait raison. Bon, il y a un autre sujet qui est assez délicat dont il a été question, et c'est l'itinérance. Les chiffres sont pas très bons. Pas très bon parce qu'en 2025, le plus récent dénombrement, il y avait 1084 personnes sans domicile fixe à Québec. C'est 18 de plus que les 920 qu'on comptait en 2022. Et Bruno Marchand, on s'en souvient, il se targuait d'atteindre l'itinérance zéro. La seule chose qui n'est pas désastreuse dans les chiffres dont je te parle, c'est que Québec est dans la moyenne des régions dans la province, mais le maire admet, il n'y a pas le choix, que les choses se détériorent et il botte le problème du côté des partis provinciaux. Oui, on s'éloigne de l'itinérance zéro. Partout au Québec. Le problème, c'est que présentement, on essaie d'arrêter une rivière avec nos mains, mais c'est pas parce que la rivière va trop fort, c'est parce qu'on utilise nos mains. On est rendu à accepter, à dire, bon, on a une augmentation de 20 au Québec, on a une augmentation de 30 à tel endroit, puis c'est comme ça, puis il y a une fatalité. Je pense qu'il faut refuser ça. Et je m'attends ça des partis qui se présentent en élection. La responsabilité première appartient au gouvernement du Québec. Il n'y a pas un parti qui ne devrait pas avoir dans sa plateforme une façon agressive d'attaquer l'itinérance. Merci, Mathieu. Maintenant, la Ville de Lévis est forcée de revoir sa programmation estivale au Quai Paquette à cause du dépérissement de la structure. Il y a des experts spécialisés en ouvrages portuaires qui ont recommandé d'interdire les installations comme des scènes ou des kiosques sur une nouvelle zone de 20 mètres, une zone qui va par contre demeurer accessible au public. Depuis le mois de janvier, une autre zone de 15 mètres est complètement fermée au public et va rester fermée cet été. Dans les prochains mois, les experts vont analyser la structure et vont présenter ensuite leurs recommandations pour l'entretien du quai. Il y a un jeune de 17 ans qui a été arrêté ce matin à Neuchâtel pour avoir braqué une arme à feu. Port d'armes dans un dessin dangereux menace et bris de condition. L'arrestation menée par l'unité Intervention Jeunesse et Prévention a nécessité l'intervention du groupe tactique d'intervention du SPVQ. Il y a 2 armes ressemblant à des armes à feu qui ont aussi été récupérées lors d'une perquisition à son domicile. Le Salon du VR a ouvert ses portes hier au centre de foire Expo-Cité. On y retrouve tout ce qui touche un peu à l'univers du camping motorisé, de près ou de loin, donc des VR, des roulottes. Évidemment, on ne parle pas de la même consommation d'essence dans ce milieu qu'avec une petite berline. Alors, comment est-ce que le monde du VR vit la flambée actuelle du prix de l'essence? Mon collègue Félix-Antoine Audet est allé sur place pour vérifier. On est au Salon du VR où tout le long de la fin de semaine, les gens vont venir regarder et acheter, évidemment, des VR ou encore des roulottes et des tentes roulottes et même se préparer à vivre la van life. Mais cette année, au Salon du VR, il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter, c'est le coût du gaz. Effectivement, les roulottes, ce qu'on voit, la tendance, c'est que les gens rapetissent un peu le format. Ça suit un peu l'industrie automobile, donc ça s'est adapté. Aujourd'hui, les véhicules ont des capacités de remorquage un petit peu moindres. Donc là, les poids, les nouveaux matériaux font que les roulottes sont moins pesantes, sont plus faciles à traîner. Donc, évidemment, ça engendre quoi? Une économie d'essence.
les manufacturiers essaient que les roulottes soient toujours le plus léger possible. Hein. Le pire ennemi de la consommation d'essence, c'est le poids du véhicule qu'on va tracter, c'est bien évident. Puis du véhicule tracteur aussi en même temps. Est-ce qu'on a un 4 cylindres, on a un 6 cylindres, on a un 8 cylindres? C'est au cœur des discussions. Évidemment, ça fait pas des années. Là. Le prix de l'essence vient de monter, ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Alors, on verra ce que ça va donner dans le futur. Mais est-ce que les manufacturiers sont à l'écoute? Bien sûr. Parce qu'il faut le dire, le prix moyen de l'essence dans la dernière année au Québec a augmenté de 20 %. Et ça, chez les consommateurs ici au Salon du VR, on l'a remarqué, ça affecte quand même un peu les plans de voyage. On avait prévu peut-être aller faire comme de plus, pas se rendre à Terre-Neuve, mais aller là, sur ce côté-là un peu. Mais là, on va commencer par aller au Lac-Saint-Jean. Et oui, on va avoir un budget un peu plus serré, mais oui, ça va me coûter environ 1000 $ de plus d'essence cette année. On le planifie en conséquence, donc on inclut le budget gaz dans le budget camping. Elle affecte un peu, mais je pense qu'il y a une question à se poser, c'est notre manière de conduire, puis d'éviter des déplacements inutiles aussi. On va ajuster les trajets en conséquence. On n'ira peut-être pas virer en Colombie-Britannique cet été, là, mais on va se promener un peu moins. Les gens veulent encore voyager. Ça, les gens ne perdront jamais cet intérêt-là. J'en suis convaincu. On a un intérêt de jeu qui est extraordinaire. Les voyages ont changé. Alors, auparavant, les gens descendaient au sud. Aujourd'hui, les gens, ils prennent leur véhicule, puis là, ils regardent, on s'en va à droite dans les maritimes ou on s'en va à gauche dans l'ouest canadien, parce que ça aussi, c'est très populaire, ou on reste au Québec. Et c'est parfait pour l'industrie touristique québécoise. Donc, qui en profite pleinement. Alors, c'est une bonne chose. Il y a moins de voyages aux États-Unis, plus de voyages au Canada puis au Québec. Si le prix du gaz vous démoralise pas trop, le Salon du VR se poursuit jusqu'au dimanche 12 avril. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Je suis avec Michael Alancette, notre collaborateur du Soleil, pour parler de cette série de deuxième ronde entre les Remparts de Québec et les Saguenay de Chicoutimi qui commence ce soir. Michael, est-ce que la rivalité des beaux jours va revenir? On aimerait ça, mais je pense pas. Parce que quand on regarde un peu la rivalité Saguenay-Remparts au fil des ans, quand elle a été à son summum, là, c'est parce que les deux équipes étaient à égalité. Oui. Ils étaient séparés par 2 points, par 3 points au classement. L'année de la conquête de la Coupe Mémoriale par les Remparts en 2005-2006, les deux équipes avaient même terminé nez à nez. Là, il y a vraiment 32 points qui séparent les deux équipes au classement. Fait qu'on sait que les Saguenayens sont avantagés. Ça va changer un petit peu la dynamique des choses. Mais la température de l'eau va se réchauffer. Ça, c'est la bonne nouvelle pour cette série-là. Bon, on doit s'attendre à quel genre de série, justement? Et si les Remparts veulent tenir leur bout, parce que moi, je pense que ça peut être tout ou rien dans certains matchs. Tu sais, les Remparts, je pense qu'ils vont leur mener une belle bataille dans certaines parties, mais dans d'autres, l'attaque massive des Saguenay est tout simplement trop forte pour celle des Remparts. Ils ont marqué plus de 100 buts de plus que les Remparts de Québec dans la saison régulière. C'était énorme. 50 % d'efficacité en avantage numérique en série. Puis les Remparts, ils en ont pris des pénalités, des mauvaises pénalités en première ronde. Alors ça, ils doivent éviter ça. Puis celui que, tu sais, je pense qu'on regarde un peu l'allure des matchs entre les Remparts et les Saguenay en fin de saison. Les Remparts, ils ont tenu leur bout. Ils les ont amenés même dans une prolongation ici à Québec. Puis quelques jours plus tard au Saguenay, ça s'est terminé 4-2. Puis il y avait plusieurs absents du côté de Québec. Je pense que les Remparts sont allés chercher de la confiance avec ces deux parties-là. Mais c'est un éléphant, puis tu dois y aller bouchée par bouchée. Ouais, ça va être un exploit. Si les Remparts sont capables de gagner, ça va être un exploit. Comment on évite le balayage? Comment on évite le balayage? Il faut se miser sur des bonnes performances de Patrick Déniger. Il a 17 ans seulement, c'est vrai, mais dans la série contre Charlottetown, Jean Simon, il a été exceptionnel. Dans les matchs 6 et 7, là, il a fait preuve d'une maturité, d'une preuve de caractère incroyable. Alors, si les Remparts veulent gagner, Déniger, il va falloir qu'il tienne son bout, qu'il freine les Saguenayens autour de son filet, qu'il rentre même dans la tête des attaquants adverses. Puis l'autre aspect, qui est lui un peu intangible, c'est le début de la série. Les Remparts doivent attaquer puis espérer surprendre dès le début de la série. Parce que la foule du Centre Georges Vézina, autant qu'elle est un avantage pour l'équipe des Saguenayens, mais ça peut se revirer contre eux autres. Si les gens sont trop tendus, s'il y a des murmures, s'il y a des huées, ça peut désavantager les Saguenay. Et en terminant, quand on va se transporter à Québec, est-ce que les gens vont être au rendez-vous, selon toi? Il faut, parce que, tu sais, il y avait eu moins de 8000 spectateurs dans les 2 premiers matchs à Québec. Ça, c'est pas au niveau des standards de ce qu'on a assisté dans les dernières années à Québec. Puis, je pense, si c'était des matchs sur semaine, là, il va venir des gens du Saguenay. Fait que ça va contribuer à mettre des gens assurément dans l'amphithéâtre. Mais je pense que là, peut-être qu'il y a une petite fièvre, ou en tout cas, les gens ont aimé voir ce qu'on a vu comme performance des Remparts de Québec dans la première ronde. Je pense qu'il va y avoir du 10 000, 11 000 personnes. C'est logique de croire ça.
Michael, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne série, j'ai hâte de voir ça. Et on termine Nouveau Info Québec en direct du Salon international du livre de Québec, où est-ce qu'il y a un des plus grands auteurs francophones au monde qui est en train de signer des dédicaces. Il vient de présenter son dernier roman, Juste après Dieu, il y a Papa. Et j'ai eu la chance de le rencontrer hier pour un entretien sur son œuvre en général, l'état des lieux également dans la littérature, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, et également l'état des lieux dans le monde actuel, parce qu'Éric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur qui se questionne sur aujourd'hui, demain et hier également. Vous me permettez de commencer avec une confidence, cette entrevue? Il y a un peu moins de 15 ans, celle qui allait devenir ma future conjointe m'a dit ceci. Jean-Simon, j'étais pas sûr que tu me plaisais au début, mais là, j'ai appris que tu lisais Éric Emmanuel Schmitt. Alors, en quelque sorte, vous êtes responsable d'une relation de 15 ans et de la naissance de 2 enfants. Donc... Ah, alors voilà, ça y est, j'ai mon prix Nobel, merci. Ouais. Pensez-vous que les mots que vous écrivez tissent des liens entre les gens? Pensez-vous que c'est une des choses principales que la littérature fait? Ah, je crois vraiment. La littérature, c'est une lutte contre le silence qui étouffe, le silence qui tait les sentiments, qui tait les problèmes aussi. Et je pense que la littérature, c'est vraiment la main tendue. C'est rentrer dans un monde où on peut communiquer, où on peut dire tu m'as fait mal, ou tu m'as fait du bien, où on peut dire j'ai du mal à me remettre de ceci, quel chemin faire, etc. C'est vraiment pour moi extrêmement important. C'est la plus grande lutte contre la violence. Qui est soucieux de l'espace humain? Sinon, justement, ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Malgré tout ce qui se passe, est-ce que vous réussissez encore à voir la part de l'autre? Oui. Très sincèrement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui juge. J'essaye toujours de comprendre. Alors après, je réprouve certains comportements. Je ne réprouve pas des hommes ou des femmes. Je réprouve des comportements, je réprouve des actes. Donc en ce moment, ça va, j'ai une grande liste. J'espère qu'on ne va pas faire l'émission dessus. Mais en même temps, je me dis toujours que celui qui fait quelque chose que j'estime mal n'est pas différent de moi. Et que je ne suis pas meilleur que lui. Simplement, en ce moment, lui est en train de faire quelque chose que je juge néfaste. Mais je le sais aussi capable de faire quelque chose de bien. Je trouve que oui, on vit un moment difficile et troublant, mais il y en a eu tellement d'autres dans l'histoire. Votre dernier roman, Juste après Dieu, il y a Papa, s'intéresse à la relation entre un papa et son fils, et pas n'importe lequel. Wolfgang Amadeus Mozart. Thème qui me parle beaucoup parce que j'ai 2 fistons de 2 et 4 ans qui, justement, présentement, me voient comme un héros. Et je pense qu'une de mes plus grandes peurs, c'est de voir dans leur regard un jour que je représente plus ça pour eux. Ben oui. C'est ce que vous vouliez exprimer? Et ça sera nécessaire, ce moment-là. Ça sera utile pour eux. Pour vous, ça sera douloureux, mais pour eux, ça sera très utile parce qu'ils vont se déprendre de vous et ils vont pouvoir aller vers la vie et vers eux-mêmes. Donc c'est un moment important. Moi, je le raconte à travers effectivement Wolfgang Amadeus Mozart et son père. Léopold Mozart est un homme extraordinaire qu'on a beaucoup méprisé après, mais que j'essaye de réhabiliter en montrant que il n'y aurait pas de Mozart sans son père. Et en plus, il l'aime et son fils l'aime. Mais cet amour est rendu impossible par les choix qu'ont fait et Léopold et Wolfgang, et le père et le fils. Et ça, c'est une tragédie qui existe, à mon avis, dans toutes les relations père-fils. Il y a les échos de la mienne. Avec mon père, par exemple, il a fallu que j'attende sa mort pour commencer à découvrir qui était ce père. Au fond, je croyais le connaître très bien, mais c'était un père inconnu. C'est une personne que je n'avais jamais examinée comme une personne. Je l'avais simplement regardée sous son aspect de père. Et finalement, j'ai découvert la personne qu'il était. J'ai découvert aussi l'excellent père qu'il était. On avait une relation difficile. Parce qu'on était maladroits, on s'aimait, on se respectait, on s'admirait. Mais on n'y arrivait pas. C'est courant. Alors c'est vrai que j'ai écrit ce livre aussi pour dire soyez attentifs. Voilà, faites attention à ce bel amour qui est l'amour d'un père pour son fils et l'amour d'un fils pour son père. Moi, je ne suis pas là pour donner des bons points à celui qui s'est bien comporté ou mal comporté. Je suis simplement pour dire regardez, de toute façon, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous lui diriez à votre père si vous pouviez lui parler? Oh, exactement ce que je fais dire à Mozart lorsqu'il apprend la mort de son père. Il dit d'abord, il ne pourra plus jamais m'engueuler. Puis après, il ajoute, et moi, je ne pourrai plus jamais lui dire merci.